Et pour parler naturellement de cette épidémie de coronavirus, comme nous le faisons depuis plusieurs jours sur cette antenne, notamment pour réagir aux propos du ministre de la Santé Olivier Véran, sur ce plateau avec nous, Daniel Guilherme, merci d'être là. Vous êtes président de la Fédération nationale des infirmiers libéraux, en l'occurrence des infirmiers qui sont en première ligne. On aura l'occasion de l'évoquer évidemment avec une pénurie de masques dont vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. Professeur Bertrand Guidé, vous êtes chef du service de médecine intensive et de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Ces services de réanimation qui sont aujourd'hui dans certains cas débordés. Vous nous direz également, vous nous ferez vos préconisations pour que la situation s'améliore. Et puis Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match qui est avec nous. Nous allons revenir sur l'annonce qui a sans doute frappé le corps médical tout entier tout à l'heure lorsque Olivier Véran, au grand jury, a annoncé qu'un premier soignant, un premier de ces hommes et de ces femmes qui se dédient à lutter contre l'épidémie du coronavirus était mort, en l'occurrence à l'hôpital de Compiègne. On va réécouter le ministre de la Santé. J'ai été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier. C'est à ma connaissance, avec toutes les réserves que j'ai indiquées auparavant liées au secret médical, c'est à ma connaissance la première situation qui a frappé un médecin hospitalier. Je n'en dirai pas plus en raison du secret médical. Je voudrais vraiment m'associer à la douleur, à la peine de la famille, à la douleur et à la peine de l'ensemble des soignants, et à nouveau souligner le courage extraordinaire dont font preuve l'ensemble des médecins, des soignants, des pompiers, de toutes les personnes qui permettent de sauver des vies chaque jour. C'est un très lourd tribut qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays. Lourd tribut, et vous allez voir la réaction du fils de ce médecin de l'hôpital de Compiègne. Mon père, ce héros, médecin aux urgences, est parti trop vite à cause du coronavirus. Passionné par son travail, il n'a pas pris sa retraite. Je précise d'ailleurs qu'il avait 68 ans. On le sait aujourd'hui, professeur, c'est toute une corporation qui est réunie, qui s'est mobilisée avec parfois de jeunes retraités qui retournaient dans les hôpitaux, des gens qui cessaient leurs vacances. J'imagine que ça vous choque. Alors, solidarité exceptionnelle de l'ensemble des soignants. On reçoit, nous, de nombreux appels, de nombreux témoignages de soutien, des anciens qui disent « je suis prêt, je reviens quand vous voulez ». Et donc vraiment là, c'est un médecin, mais c'est tous les soignants qui peuvent être effectivement malheureusement touchés. Et donc il faut absolument prendre les mesures de précaution en dehors de l'hôpital et puis bien sûr à l'hôpital. Daniel Guilherme. Absolument, une totale solidarité dans le corps soignant. Et avec effectivement une pensée particulière pour la famille de ce médecin. C'est vrai que les médecins, comme tout personnel soignant en première ligne, doit faire face à des situations qui sont extrêmement pénibles. Et la perte en fait d'un collègue de travail est toujours quelque chose d'assez traumatisant, surtout dans des conditions de ce type-là. On le sait souvent, et Virginie, on s'en souvient, quand un médecin meurt, c'était le cas de ce jeune ophtalmo de l'hôpital de Wuhan, qui avait été le lanceur d'alerte sur le début de cette épidémie de coronavirus. Ça peut déclencher parfois des déclics qui tardent à arriver autrement. Oui, c'est la preuve, s'il en était besoin, que tous les personnels soignants sont en première ligne et que, comme ils l'ont répété depuis des semaines et des semaines, ils ont manqué, peut-être en manquent-ils un peu moins aujourd'hui, mais encore ce n'est pas sûr, ils ont manqué du minimum du matériel dont ils avaient besoin en termes de masques, de gants, de blouses, et que probablement ont-ils été trop exposés. Je rappelle que ce médecin vient de Compiègne, qui est dans l'Oise, qui est un des premiers clusters qui a été dénommé comme tel, et que ça fait des semaines qu'il doit se battre nuit et jour, et probablement n'a-t-il pas eu les moyens de se protéger suffisamment. Depuis le 25 février, ça a été les premiers signaux tangibles de l'arrivée de ce virus dans notre pays. Il n'est pas l'heure des polémiques, bien entendu, mais cette question qui a été soulevée très régulièrement ces derniers jours autour des conditions de travail des personnels soignants, on l'a tous à l'esprit quand on voit qu'un médecin qui était revenu volontairement pour travailler dans un hôpital avait succombé après le coronavirus, non, Bertrand Guidé? Alors ce que je peux dire pour l'hôpital,
c'est qu'il y a une réactivité exceptionnelle de l'administration et de toute la logistique. Parce qu'évidemment, il faut que l'intendance suive, et l'intendance suit. Aujourd'hui, j'ai demandé des surblouses pour la réanimation, 2 minutes après, j'avais des surblouses. Donc, il y a vraiment une aide. Alors, après, le problème... Contrairement à ce qu'on pourrait se dire un peu vu... Je parle de l'hôpital. Ouais. Je parle de l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait remonter des besoins, on est entendu et on obtient globalement ce que l'on demande. Le problème, c'est les fournisseurs. Et le problème, c'est éventuellement les transporteurs. C'est-à-dire que, par exemple, en réanimation, on a besoin de tétières pour des malades que l'on met sur le ventre. Eh bien, on n'a pas de tétières. Les tétières sont commandées, ce n'est pas un problème financier, mais c'est un problème d'acheminement du matériel à l'hôpital. C'est une course contre la montre, on le voit bien, parce que est-ce que le système sanitaire général était prêt à supporter les effets d'une pandémie comme celle-là? Mais vous avez raison de le souligner, l'heure n'est pas à la polémique, mais je pense que non, très, très franchement, en tout cas pour le secteur de vie, nous n'étions pas complètement prêts et surtout pas équipés. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où nous gérons la pénurie quelque part, en matériel de protection. Nous avons effectivement eu accès au stock d'État au niveau des officines, mais nous avons le sentiment aujourd'hui qu'on partage la pénurie. Alors, ce qui nous fait mettre en fait en place des circuits parallèles de récupération de matériel auprès des entrepreneurs, auprès des industriels, de manière à l'échelle des territoires, organiser les prises en charge et organiser des circuits de redistribution. Et vous avez raison de le souligner, on a des problèmes on peut avoir des problèmes de transporteurs. Et je crois que quand on réagit au niveau du bassin de vie et au niveau local, on a des résultats immédiats. On a mis en place en fait des mesures dès le début de la semaine, pour ce qui nous concerne en tout cas au niveau des libéraux. On a lancé une plus vaste opération d'approvisionnement en mobilisant en fait des réseaux d'entrepreneurs, notamment avec le Rotary, qui a fait joue le jeu d'ailleurs. Qui joue le jeu complètement. Et d'ailleurs, je dois les remercier très très chaleureusement, parce qu'on a des appels tous les jours. On tombe sur des trésors de guerre, y compris en fait dans des greniers de municipalités. Et l'actualité, en fait, on a parlé. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on attend des stocks supplémentaires, et notamment en fait en surblouse, en Charlotte, parce que les masques ne suffiront vraisemblablement pas. Et cette question du sous-équipement, elle a quand même été pas mal reprochée aux services de l'État qui, dans le fond, on a l'impression qu'ils ont découvert en même temps, Olivier Véran, qui est ministre de la Santé depuis 5 semaines, il y a eu une petite polémique autour d'Agnès Buzyn, ils ont découvert ce niveau de sous-équipement. Mais c'est probablement un mouvement qui date de plusieurs années. C'est pas aujourd'hui. Les hôpitaux étaient demandés de commander de moins en moins de choses, de coûter de moins en moins d'argent, et les stocks ont diminué de façon considérable. Et donc, quand tout le monde a été mis devant une situation aussi grave que celle qui s'est produite, personne n'était prêt. Mais ce n'est pas Olivier Véran ni même Madame Buzyn. Peut-être que la responsabilité, elle date d'il y a au moins 10 ans, quand tout a commencé. C'est-à-dire que quand les comptables sont arrivés pour dire on va faire des économies, on va faire ci, on va faire ça en mois, on va faire ça en mois, et à imposer aux équipes médicales des choses beaucoup plus, j'allais dire, comptables justement. Alors Olivier Véran qui annonce qu'il a commandé des dizaines de millions de masques qui sont en cours d'acheminement. Bientôt cette pénurie devrait être gérée. Et puis il rappelait tout à l'heure que le masque n'était pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre ce virus. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché, et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. La meilleure méthode de protection, c'est le lavage des mains. C'est par les mains que l'immense majorité de la contamination se fait. Alors, professeur, là c'est important parce que c'est aussi une forme de service public. Il faut rappeler que le masque, tout le monde voudrait avoir des masques aujourd'hui, y compris les particuliers, y compris des gens qui sont confinés, mais ça n'est pas l'unique moyen de se protéger. Pour revenir à des notions d'hygiène de base, on doit se laver les mains. Quand on rentre du travail, on doit se laver les mains. Quand on a eu un contact avec quelqu'un, on doit se laver les mains. Il faut éviter le contact avec les personnes. C'est des choses élémentaires qu'il faut redécouvrir. Le masque, ça peut être effectivement une mauvaise solution
pour les non-professionnels. C'est-à-dire l'impression qu'on est protégé, on va garder son masque toute la journée, on va le toucher, il va être mouillé, il va être en fait plutôt... Et on va se contaminer par les mains. Non, absolument. Il peut être plutôt dangereux. Donc moi je suis complètement en ligne avec ce que disait Olivier Véran. Revenons à des choses élémentaires, respectons les distances entre les personnes, lavons-nous les mains, et si on tousse, parce que j'ai vu ce matin quelqu'un tousser et cracher dans la rue, ben, il faut revenir, il est interdit de cracher dans la rue. Eh bien, on a un Kleenex, on crache dans son Kleenex, et on jette son Kleenex. Donc, les masques et ce type, vous parliez des charlottes, etc., doit être réservé aux soignants. C'est-à-dire vraiment ceux qui sont au contact. Absolument, parce qu'en fait, l'utilisation du masque nécessite des gestes techniques qui sont enseignés, en tout cas chez les soignants. On ne met pas son masque n'importe comment, et surtout, on ne le retire pas n'importe comment. Aujourd'hui, avoir un masque sur le visage et toucher ce masque toute la journée, ça sert à rien. C'est un faux ami. C'est contre-productif, et c'est même dangereux, parce que ça peut être un vecteur de contamination. Alors, le problème pour les services de l'État, peut-être dans certains hôpitaux, on en parlera dans un instant, c'est que certains stocks peuvent parfois être dévalisés, pillés, volés, que sais-je. On va écouter ce qu'en disait Olivier Véran tout à l'heure. Je déplore des vols de masques dans les hôpitaux par milliers. Je déplore, je condamne, je ne trouve pas les mots. Des cas, des situations où des médecins se sont fait fracturer leur voiture pour qu'on aille leur prendre leur caducée, leur plaque, dans l'espoir d'aller chercher des masques et de les revendre. Je déplore des vols de médicaments. Ça a été du paracétamol pendant un temps, alors que nous ne manquons pas de paracétamol. Ça peut être de la chloroquine ou d'autres médicaments antiviraux. C'est inadmissible, c'est irresponsable, c'est dangereux, c'est mortifère. Je ne peux que les condamner. Que les condamner. Alors, la chloroquine, on s'y intéressera tout à l'heure, cet antipaludéen qui est relativement prometteur avec le professeur Raoult à Marseille. Mais ce type de comportement, Olivier Véran précisait qu'une écrasante majorité des gens ne se livraient pas à ce genre de pratique, mais c'est un petit peu inquiétant, non, pour notre système d'avoir ce type de vol. Alors, c'est complètement inadmissible. On s'est fait voler, nous, 1000 masques FFP2, donc les masques qui sont réservés pour les actes particulièrement ceux qui filtrent vraiment. Contaminants de réanimation. Et je vois dans la rue des gens se balader avec des masques FFP2. On parlait des masques chirurgicaux classiques qui ne sont pas utiles dans la rue. Alors les FFP2, c'est complètement délirant. Donc on s'est effectivement fait voler des masques et on s'est fait voler des solutions hydroalcooliques, des cartons entiers de solutions hydroalcooliques. Et effectivement, on a dû en récupérer par d'autres moyens, mais c'est juste inadmissible. Alors il faut préciser peut-être si certains se sont livrés à ça, que ça leur sert à rien, à part peut-être d'ailleurs à alimenter quoi, un marché noir là en ce moment ? Peut-être un marché noir, oui, dans des zones de non-droit, je ne sais pas. Il y aura certainement en fait des enquêtes de réaliser. Je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'on n'a pas, nous, une journée où on n'a pas le témoignage d'une infirmière libérale qui s'est fait fracturer en fait sa voiture. On a eu avant-hier une infirmière agressée physiquement pour qu'on lui vole en fait, pour lui voler ses masques et son gel. Les infirmières aujourd'hui se baladent sans leur caducet et on leur demande d'enlever leur caducet des pare-brises de voiture. Donc les caducés, hein, ce sont les petites plaques très reconnaissables qu'on voit sur les pare-brises, ouais. Et de sortir en fait leur matériel le soir de manière à éviter ce genre de choses. Alors, on voit des initiatives, des infirmières qui sur leur voiture mettent des affiches pour dire il n'y a rien dans ma voiture. Enfin, quand on en est arrivé là, c'est vrai que c'est un peu triste. Et ça donne aussi la mesure, peut-être Virginie, d'une forme de psychose, même si, je le redis, Olivier Véran disait ça révèle plutôt la part d'humanité d'une façon majoritaire, mais ça révèle aussi la part sombre parfois de certains. 25 février, ça a été les premiers signaux tangibles de l'arrivée de ce virus dans notre pays. Il n'est pas l'heure des polémiques, bien entendu, mais cette question qui a été soulevée très régulièrement ces derniers jours autour des conditions de travail des personnels soignants, on l'a tous à l'esprit quand on voit qu'un médecin qui était revenu volontairement pour travailler dans un hôpital avait succombé après le coronavirus, non, Bertrand Guillet? Alors, ce que je peux dire pour l'hôpital, c'est qu'il y a une réactivité exceptionnelle de l'administration et de toute la logistique. Parce qu'évidemment, il faut que l'intendance suive. Et l'intendance suit. Aujourd'hui, j'ai demandé des surblouses pour la réanimation. 2 minutes après, j'avais des surblouses. Donc, il y a vraiment
une aide. Alors après, le problème... Contrairement à ce qu'on pourrait se Alors, dire un peu vu... Je parle de ouais. l'hôpital. Ouais. Je parle de l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait remonter des besoins, on est entendu et on obtient globalement ce que l'on demande. Le problème, c'est les fournisseurs. Et le problème, c'est éventuellement les transporteurs. C'est-à-dire que, par exemple, en réanimation, on a besoin de tétières pour des malades que l'on met sur le ventre. Eh bien, on n'a pas de tétières. Les tétières sont commandées, ce n'est pas un problème financier, mais c'est un problème d'acheminement du matériel à l'hôpital. C'est une course contre la montre, on le voit bien, parce que est-ce que le système sanitaire général était prêt à supporter les effets d'une pandémie comme celle-là? Mais vous avez raison de le souligner, l'heure n'est pas à la polémique, mais je pense que non, très, très franchement, en tout cas pour le secteur de vie, nous n'étions pas complètement prêts et surtout pas équipés. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où nous gérons la pénurie quelque part, hein, en matériel de protection. Nous avons effectivement eu accès au stock d'État au niveau des officines, mais nous avons le sentiment aujourd'hui qu'on partage la pénurie. Alors, ce qui nous fait mettre en fait en place des circuits parallèles de récupération de matériel auprès des entrepreneurs, auprès des industriels, de manière à l'échelle des territoires, organiser les prises en charge et organiser des circuits de redistribution. Et vous avez raison de le souligner, on a des problèmes on peut avoir des problèmes de transporteurs. Et je crois que quand on réagit au niveau du bassin de vie et au niveau local, on a des résultats immédiats. On a mis en place en fait des mesures dès le début de la semaine, pour ce qui nous concerne en tout cas au niveau des libéraux. On a lancé une plus vaste opération d'approvisionnement en mobilisant en fait des réseaux d'entrepreneurs, notamment avec le Rotary, qui a fait joue le jeu d'ailleurs. qui joue le jeu complètement. Et d'ailleurs, je dois les remercier très très chaleureusement parce qu'on a des appels tous les jours. On tombe sur des trésors de guerre, y compris en fait dans des greniers de municipalités. Et l'actualité, en fait, on a parlé. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on attend des stocks supplémentaires et notamment en fait en surblouse en Charlotte parce que les masques ne suffiront vraisemblablement pas. Et cette question du sous-équipement, elle a quand même été pas mal reprochée au service de l'État qui, dans le fond, on a l'impression qu'ils ont découvert en même temps, Olivier Véran, qui est ministre de la Santé depuis 5 semaines, il y a eu une petite polémique autour d'Agnès Buzyn, ils ont découvert ce niveau de sous-équipement. Mais c'est probablement un mouvement qui date de plusieurs années. C'est pas aujourd'hui. Les hôpitaux étaient demandés de commander de moins en moins de choses, de coûter de moins en moins d'argent, et les stocks ont diminué de façon considérable. Et donc, quand tout le monde a été mis devant une situation aussi grave que celle qui s'est produite, personne n'était prêt. Mais ce n'est pas Olivier Véran ni même Madame Buzyn. Peut-être que la responsabilité elle date d'il y a au moins 10 ans, quand tout a commencé. C'est-à-dire que quand les comptables sont arrivés pour dire on va faire des économies, on va faire ci, on va faire ça en moins, on va faire ça en moins, et à imposer aux équipes médicales des choses beaucoup plus, j'allais dire, comptables justement. Alors Olivier Véran qui annonce qu'il a commandé des dizaines de millions de masques qui sont en cours d'acheminement. Bientôt cette pénurie devrait être gérée. Et puis il rappelait tout à l'heure que le masque n'était pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre ce virus. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché, et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. La meilleure méthode de protection, c'est le lavage des mains. C'est par les mains que l'immense majorité de la contamination se fait. Alors, professeur, là c'est important parce que c'est aussi une forme de service public. Il faut rappeler que le masque, tout le monde voudrait avoir des masques aujourd'hui, y compris les particuliers, y compris des gens qui sont confinés, mais ça n'est pas l'unique moyen de se protéger. Pour revenir à des notions d'hygiène de base, on doit se laver les mains. Quand on rentre du travail, on doit se laver les mains. Quand on a eu un contact avec quelqu'un, on doit se laver les mains. Il faut éviter le contact avec les personnes. C'est des choses élémentaires qu'il faut redécouvrir. Le masque, ça peut être effectivement une mauvaise solution pour les non-professionnels. C'est-à-dire l'impression qu'on est
protégé, on va garder son masque toute la journée, on va le toucher, il va être mouillé, il va être en fait plutôt... Et on va se contaminer par les mains. Absolument. Il peut être plutôt dangereux. Donc moi je suis complètement en ligne avec ce que disait Olivier Véran. Revenons à des choses élémentaires, respectons les distances entre les personnes, lavons-nous les mains, et si on tousse, parce que j'ai vu ce matin quelqu'un tousser et cracher dans la rue, ben, il faut revenir, il est interdit de cracher dans la rue. Eh bien, on a un Kleenex, on crache dans son Kleenex, et on jette son Kleenex. Donc, les masques, et ce type, vous parliez des charlottes, etc., doit être réservé aux soignants. C'est-à-dire vraiment ceux qui sont au contact. Absolument, parce qu'en fait, l'utilisation du masque nécessite des gestes techniques qui sont enseignés, en tout cas chez les soignants. On ne met pas son masque n'importe comment, et surtout, on ne le retire pas n'importe comment. Aujourd'hui, avoir un masque sur le visage et toucher ce masque toute la journée, ça sert à rien. C'est un faux ami. C'est contre-productif, et c'est même dangereux, parce que ça peut être un vecteur de contamination. Alors, le problème pour les services de l'État, peut-être dans certains hôpitaux, on en parlera dans un instant, c'est que certains stocks peuvent parfois être dévalisés, pillés, volés, que sais-je. On va écouter ce que en disait Olivier Véran tout à l'heure. Je déplore des vols de masques dans les hôpitaux par milliers. Je déplore, je condamne, je ne trouve pas les mots. Des cas, des situations où des médecins se sont fait fracturer leur voiture pour qu'on aille leur prendre leur caducée, leur plaque, dans l'espoir d'aller chercher des masques et de les revendre. Je déplore des vols de médicaments. Ça a été du paracétamol pendant un temps, alors que nous ne manquons pas de paracétamol. Ça peut être de la chloroquine ou d'autres médicaments antiviraux. C'est inadmissible, c'est irresponsable, c'est dangereux, c'est mortifère. Je ne peux que les condamner. Que les condamner. Alors, la chloroquine, on s'y intéressera tout à l'heure, cet antipaludéen qui est relativement prometteur avec le professeur Raoult à Marseille. Mais ce type de comportement, Olivier Véran précisait qu'une écrasante majorité des gens ne se livraient pas à ce genre de pratique, mais c'est un petit peu inquiétant, non, pour notre système d'avoir ce type de vol. Alors, c'est complètement inadmissible. On s'est fait voler, nous, 1000 masques FFP2, donc les masques qui sont réservés pour les actes particulièrement ceux qui filtrent vraiment. Contaminants de réanimation. Et je vois dans la rue des gens se balader avec des masques FFP2. On parlait des masques chirurgicaux classiques qui ne sont pas utiles dans la rue. Alors les FFP2, c'est complètement délirant. Donc on s'est effectivement fait voler des masques et on s'est fait voler des solutions hydroalcooliques, des cartons entiers de solutions hydroalcooliques. Et où effectivement, on a dû en récupérer par d'autres moyens, mais c'est juste inadmissible. Alors il faut préciser peut-être si certains se sont livrés à ça, que ça leur sert à rien, à part peut-être d'ailleurs à alimenter quoi, un marché noir là en ce moment ? Peut-être un marché noir, oui, dans des zones de non-droit, je ne sais pas. Il y aura certainement en fait des enquêtes de réaliser. Je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'on n'a pas, nous, une journée où on n'a pas le témoignage d'une infirmière libérale qui s'est fait fracturer en fait sa voiture. On a eu avant-hier une infirmière agressée physiquement pour qu'on lui vole en fait, pour lui voler ses masques et son gel. Les infirmières aujourd'hui se baladent sans leur caducée et on leur demande d'enlever leur caducée des pare-brises de voiture. Donc les caducées, hein, ce sont les petites plaques très reconnaissables qu'on voit sur les pare-brises, ouais. Et de sortir en fait leur matériel le soir de manière à éviter ce genre de choses. Alors, on voit des initiatives, des infirmières qui sur leur voiture mettent des affiches pour dire il n'y a rien dans ma voiture. Enfin, quand on en est arrivé là, c'est vrai que c'est un peu triste. Et ça donne aussi la mesure, peut-être Virginie, d'une forme de psychose, même si, je le redis, Olivier Véran disait ça révèle plutôt la part d'humanité d'une façon majoritaire, mais ça révèle aussi la part sombre parfois de certains. Oui, alors je pourrais faire qu'une seule observation. Le marché noir ne marche et ne marchera que s'il y a des acheteurs. Si chacun se dit je peux vivre sans masque et surtout sans en acheter par des moyens détournés, et je peux observer ce que dit mon voisin, c'est-à-dire des choses très simples qui sont se laver les mains, se tenir à distance, éviter de projeter de la salive vers l'autre, qui sont des choses que tout le monde peut faire sans aucun matériel. Si chacun s'astreint à cette règle de conduite, il est probable que ceux qui tentent de faire du marché noir aient moins de succès que si la psychose s'empare du pays qui se dit je ne peux rien faire sans masque. Comme vous le dites tous les deux, avoir un masque peut être une protection totalement illusoire. On croit qu'on est protégé, du coup on l'enlève, on le remet, et en fait ce masque est encore plus infecté que si on se lavait les mains de temps en temps.
Alors, il y a les actes délictueux dont on vient de parler, et puis il y a peut-être une forme d'indiscipline ordinaire qui continue à agacer certains soignants. Écoutez par exemple cette néphrologue. Quand on rentre après nos journées de travail qui sont bien chargées en ce moment et qu'on voit nos concitoyens qui sont dans la rue à se balader en vélo, à promener des poussettes, à faire leurs courses à plusieurs comme des balades de santé, on a l'impression qu'il y a des messages qui ne passent pas. Il est indispensable qu'ils restent confinés, qu'ils restent à la maison. Les courses, ce n'est pas quotidien, ce doit être une nécessité. L'espace public actuellement doit être réservé uniquement à ceux qui ont une obligation d'y être. Mais nous demandons à tous de respecter notre travail. Il ne sert à rien de nous applaudir à 20h si en parallèle, ces mêmes personnes qui nous applaudissent sont dans la rue quelques heures plus tôt. Voilà, il ne sert à rien d'applaudir à 20h si c'est pour aller faire des courses au moindre prétexte. Ça vous agace, ça ? Oui, on a l'occasion de se déplacer quand même un petit peu et on voit ce qui se passe dans les rues. C'est vrai que le meilleur service que la population pourrait rendre aux soignants aujourd'hui, c'est de rester confiné le plus possible et de comprendre que ce confinement risque d'être inopérant si on voit trop de joggeurs dans les parcs, si on voit trop de personnes aller pour une baguette, en fait, risquer de contaminer les autres ou de se faire contaminer. Il faut juste prendre des mesures de bon sens. Professeur, on a pourtant eu l'impression que là, ces dernières heures, il y avait une prise de conscience. Le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes n'ont pas compris qu'il y avait des formes extrêmement graves, qu'il y avait des formes qui se retrouvaient en réanimation avec des séjours extrêmement prolongés, une mortalité importante quand on est en réanimation. C'est le réflexe général, c'est pas pour moi. Moi, je fais ce que je veux. Et donc, il y a à la fois une protection individuelle pour ne pas être contaminé, et puis évidemment une solidarité collective pour ne pas contaminer les autres, parce qu'on peut être en période d'incubation. Donc, vraiment, j'abonde sur ce message. Arrêtons de sortir dans la rue pour tout et n'importe quoi. Et il y a encore ce matin, moi je voyais en allant à l'hôpital, je ne comprends pas ce que les gens font dans la rue. Et on y reviendra en plus parce que ce virus est un peu différent, par exemple, de celui du SRAS à l'époque, qui était extrêmement visible, les symptômes étaient extrêmement visibles. Là, on peut être porteur sans vraiment le savoir. Indiscipline typiquement française, Virginie ? Oui, je voudrais quand même dire à la décharge des Français, on a tous notre responsabilité face à quelque chose d'aussi grave, que pendant plusieurs semaines, ce Covid-19 a été présenté comme quelque chose de très contagieux, mais de pas très grave. Et ça a été répété sur tous les tons pendant des semaines et des semaines. Donc on nous disait, oui, ça se propage très facilement, mais si vous l'avez, sauf si vous êtes une personne âgée ou qui a elle-même déjà des infections, pour 80% des gens, ça ne sera pas grave. Il s'avère que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc il y a peut-être aussi une communication un peu différente qui se fait maintenant, mais qui arrive peut-être après 2 ou 3 semaines de ton volontairement rassurant. Et cette communication, elle passe par les prises de parole chaque jour de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, avec ce bilan qui ne cesse d'augmenter. Et on voit bien que la courbe est de plus en plus importante. On voit celle d'hier, c'était hier vers 20h, 562 décès, donc 120 décès dans la journée. Réagir tout de suite, professeur, notamment sur cette question de la chloroquine et puis des autres moyens dont on vient de parler. Oui, alors là, il y a des éléments forts qui suggèrent que la chloroquine a un effet antiviral in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. La question, c'est est-ce que c'est efficace chez l'homme ? Est-ce qu'il y a une efficacité en termes de réduction de la durée de séjour, de réanimation, de réduction de la mortalité ? C'est des critères durs. Alors le professeur Raoult dit qu'il y a eu la chloroquine sur 24 patients et qu'au bout de quelques jours, c'était de bons résultats. Vous n'y croyez pas ? C'est pas que je n'y crois pas. J'ai entendu Olivier Véran dire il faut faire de la recherche, il faut faire de la bonne recherche, il faut faire de la recherche éthique, il faut garder les standards de recherche. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas se lancer tête baissée vers des hypothèses qui sont potentiellement bonnes, mais potentiellement mauvaises. Je rappelle que la chloroquine, ça peut avoir des effets sur le cœur, ça peut induire des troubles du rythme du cœur, d'autant qu'on l'associe éventuellement à d'autres médicaments qui peuvent avoir les mêmes effets secondaires. Donc on doit regarder le rapport bénéfice-risque. Donc moi je pense qu'il faut effectivement accélérer les processus de test. En tout cas, oui. Il faut absolument accélérer les résultats. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi.
Puis il y a d'autres molécules candidates, à la fois antivirales et puis anti-inflammatoires. Donc il y a des études avec plusieurs bras, comme on dit, pour essayer de répondre le plus vite possible à la question. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans une démarche scientifique. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce que dans une période d'urgence comme ça, on voudrait le remède miracle. Avoir la réponse, puis avoir la réponse immédiatement. Évidemment. C'est un peu nos biais à nous d'ailleurs. On se dit, la chloroquine existe, c'est un antipaludéen ultra classique. Je crois qu'il y a 1 milliard de comprimés chaque année. Allez, allons-y, quoi. Mais on va trop vite en besogne. Je crois que le problème, enfin en tout cas sur ce que j'en lis moi, c'est que le problème c'est essentiellement un problème de cohorte, c'est-à-dire que le nombre de patients testés était assez faible et que les études en fait engagées, ou en tout cas les protocoles engagés aujourd'hui, porteraient vraisemblablement sur des cohortes plus importantes, donc il faut attendre les résultats. Alors la cohorte, c'est effectivement ce qui permet de tester, et là on se rend compte, Virginie, mais bon, on s'en rend compte à chaque fois que le temps médical n'est pas le temps de ce confinement aussi, où les gens sont... l'imaginaire collectif est aussi envahi par cette pandémie, et on aimerait que Superman arrive, quoi, dans le fond, avec une blouse blanche cette fois-ci, peut-être. Oui, et le temps des protocoles thérapeutiques n'est pas celui de l'urgence de la maladie. Et je peux comprendre que ça suscite des espoirs fous à la fois chez les chercheurs et chez les malades. Mais encore une fois, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a non seulement la faiblesse du nombre de patients traités, je crois qu'ils ont été 24 à Marseille, et puis il y a tous les effets secondaires. Donc, notamment cardiaques, oui, qui sont... cardiaques, digestifs, si j'ai bien entendu, je parle sous contrôle de mes voisins. et donc, j'entends depuis quelques jours des appels publics lancés à l'utilisation massive de la chloroquine. Moi, franchement, alors là, pour le coup, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'appel public à faire tant que, et Dieu sait si on a des protocoles thérapeutiques sérieux dans notre pays, tant que ces protocoles n'ont pas malgré tout été tentés. Ce serait totalement dangereux que de faire croire aux Français qu'il suffirait d'avoir de la chloroquine, qui je crois est un médicament facile à fabriquer et pas cher, que de croire que c'est la solution miracle parce que ça a été testé sur 24 patients. Alors, sous votre contrôle, je résume, si vous avez l'impression d'avoir quelques symptômes, ne vous précipitez pas chez votre médecin pour avoir une prescription de chloroquine, ce serait complètement absurde. En revanche, ça reste peut-être une piste de travail importante aujourd'hui. C'est ça, professeur ? Absolument. Il y a des protocoles qui débutent là, avec d'ailleurs plusieurs médicaments testés. Et quand on parle des médicaments, je voudrais quand même rappeler, ne prenez pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de l'ibuprofène ou équivalent. Si vous avez de la fièvre, un peu mal à la tête chez vous, ça aggrave les malades. Voilà, donc pas d'Advil, hein, je vais le résumer de façon familière, Advil, plutôt du Doliprane. Voilà. Tout ce qui est ibuprofène, les anti-inflammatoires qui peuvent aggraver, y compris chez des gens d'ailleurs qui ne ressentiraient pas de symptômes, hein, parce que on va peut-être se le redire aussi, on en parlait sur ce plateau il y a 1h30 environ, là où ce virus est retors, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs qui ignorent qu'ils sont porteurs de cette maladie. C'était pas le cas avec le SRAS, où là on voyait tout de suite des symptômes de fièvre notamment. Absolument, absolument. C'est une des craintes d'ailleurs du secteur libéral infirmier aujourd'hui, c'est d'être des vecteurs de contamination de leurs patients, en sachant que le cœur de leur patientèle sont des personnes souvent âgées, fragiles, immunodéprimées, et on peut aller être effectivement au domicile de ces patients-là, puisqu'elles visitent entre 40 et 50 foyers par jour. Donc vous imaginez bien que si on n'y arrive pas équipé, si on ne suit pas effectivement des protocoles bien posés, on peut être des vecteurs de contamination. D'où le débat d'hier d'ailleurs sur les EHPAD qui s'inquiètent, qui avaient donné un chiffre peut-être extrêmement important pour faire peur aussi, mais qui craignent jusqu'à 100 000 décès dans les EHPAD avec ce type de contamination. On voit que les aînés restent une population pour laquelle on a des craintes particulières. Il est probable qu'à 80 ans, on est moins résistant à un virus qu'à 60, et pareil à 60 qu'à 40, et à 40 qu'à 20. Et à 80 ans, si on n'a aucune autre maladie, peut-être qu'on peut tenir le coup, mais si on a des faiblesses par ailleurs, on est extrêmement vulnérable. Et dans les EHPAD, ce sont essentiellement des personnes extrêmement vulnérables. Donc effectivement, je comprends que pour le personnel soignant, ça soit une préoccupation de chaque instant. Je voudrais revenir une toute petite seconde, si vous m'autorisez,
la version extrêmement rassurante à laquelle on a eu le droit pendant plusieurs semaines sur ce Covid-19. Finalement, nous en France, nous avons reçu les premiers chiffres de Chine qui étaient très rassurants. On va reparler de la Chine. On nous avec vous, disait, étant professeur. donné le nombre de personnes confinées, il y a extrêmement peu de morts, donc c'est une maladie peu dangereuse. Est-ce qu'il faut Une grippette, on disait. Hein. est-ce qu'il faut s'interroger sur la véracité de ces chiffres? Est-ce qu'on en saura plus un jour? Mais effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'en Italie, où on a peut-être accès à des chiffres plus réels, les chiffres soient beaucoup plus alarmistes et alarmants. Presque 5000 morts en Italie, 800 pour la seule journée d'hier. Voilà. Et pourquoi ils effectivement. étaient si rassurants du côté de la Chine, d'où est né le foyer principal? Votre point de vue d'expert, hein, professeur, 3000 et quelques 3500 morts, je crois, au dernier bilan en Chine. Impossible. Donc après, je ne peux pas dire, mais la difficulté, c'est que ce sont les chiffres chinois qui ont permis d'alimenter les modèles épidémiologiques français, et donc les projections sur la France. Et évidemment, ces modèles ont été complètement revus avec les données italiennes, et c'est ce qui donne lieu à cette réflexion sur les réanimations, sur le capacitaire des réanimations. Alors, je ne peux pas le dire, mais je ne comprends pas comment on peut avoir, compte tenu de la gravité de ce virus, un tel décalage. Donc, si je vous entends bien, et c'est d'ailleurs assez grave, les chiffres sont biaisés, ce qui n'a pas permis à l'Europe de prendre la mesure réelle de la dureté de ce virus quand il est arrivé. Je ne suis pas enquêteur, mais il y a une forte suspicion. Les 169 pays sont désormais concernés. 1 milliard de personnes dans le monde sont confinées, 300 000 cas d'infection, et on est pratiquement à 13 000 décès. On sait que la montée est d'ailleurs exponentielle. C'est des chiffres qui auront changé peut-être en fin de journée. C'est donc, pardon de dire une banalité, mais c'est donc une pandémie qui est extrêmement grave, sans doute plus que la grippe A, plus que le SRAS, plus que d'autres pandémies que nous avions connues. Oui, alors, on parle beaucoup de mortalité. On parle de mortalité, ça veut dire qu'on se rapporte à un dénominateur, qui est souvent le nombre de personnes infectées. Sauf qu'on les détecte. On ne le connaît pas. On les détecte plus, les personnes. Oui. Ce chiffre-là est évidemment faux. Ce qui est important, c'est le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, et le nombre de décès. Ça, ce sont des chiffres qui sont absolument importants de suivre et qui donnent une idée de la gravité de cette pandémie et une idée de la montée en puissance de cette pandémie. On rigolait quand certains disaient ça pourrait être une nouvelle grippe espagnole. Alors, on se souvient que la grippe espagnole, juste après la Première Guerre mondiale, avait fait des millions et des millions de morts. Alors, croisons les doigts, ce ne sera peut-être pas des millions de morts, mais en tout cas, on sent bien qu'on ne prend plus ce virus avec la même légèreté. Effectivement, et c'est malheureux, il fallait attendre d'atteindre en fait les chiffres qu'on connaît aujourd'hui pour que le message commence à passer. Et là, c'est vrai que, y compris dans la communauté soignante, quelque part, où on voit effectivement aujourd'hui des acteurs de première ligne y laisser leur vie, et ça va opérer certainement une potentialisation de la prise de conscience. On voit que dans la société aussi, Virginie, les esprits évoluent. Il y a d'ailleurs une forme de colère qui est de plus en plus partagée contre ceux qui ne respectent pas les règles. Oui, les esprits évoluent, et je dois dire que entendre des sirènes d'ambulance dans les rues participe à cette prise de conscience, aussi terrible soit-il de le dire. Mais on ne les entendait pas il y a quelques semaines, on les entend aujourd'hui, et ça dit évidemment quelque chose de la gravité de ce qui est en train de se passer. Tant que les Français ne sont pas confrontés directement, jusqu'à présent, c'était limité dans des clusters bien identifiés, et ailleurs, c'était un peu invisible. Aujourd'hui, à défaut de devenir visible, ça devient sonore. On voit physiquement des gens qui sont transportés en urgence. Ça dit aussi que l'épidémie se rapproche. Alors, ce sera d'ailleurs ma dernière question, et la transition est toute trouvée. Elle est aujourd'hui nationale, cette épidémie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire Grand Est, Oise, Île-de-France. Elle est nationale, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire qu'il y a des zones protégées dans le pays. Alors, elle est nationale, mais avec des hétérogénéités régionales. On parlait du Grand Est tout à l'heure, qui est vraiment la zone la plus touchée, et l'Île-de-France. Et l'Oise. Oui, l'Oise, bien sûr. l'Oise. Mais il y a d'autres régions qui sont moins touchées. Ce qui pose la question, effectivement, de la redistribution des moyens
d'une région par rapport à une autre, avec une solidarité interrégionale, ça on peut tout à fait l'imaginer, soit des personnels qui peuvent être déplacés, soit des malades qui peuvent être déplacés. Donc ça, je pense qu'il faudra mener une réflexion globale à l'échelon national pour regarder comment une région peut aider une autre région. Notamment. Je voudrais rebondir sur un point que vous disiez sur la Bien sûr. grippe espagnole. Vous le disiez, 1918-1919, la fin de la guerre, les gens dénutris et pas d'antibiotiques. Donc Oui. Oui, d'autres conditions, bien les sûr. surinfections Oui. avec des bactéries en plus du virus. Oui. Donc ça souligne que la mortalité d'une maladie virale, elle est liée à l'agressivité du virus, mais elle est liée aussi au terrain, c'est-à-dire à la personne qui va contracter ce virus. C'est sûr que si vous êtes complètement dénutri, eh bien le virus va avoir des conséquences terribles chez vous. Partout dans le monde, on attend le pic épidémique. On parlait de la Chine, alors les chiffres sont peut-être un peu biaisés, mais en tout cas, sur la région de Wuhan, il n'y a plus de cas de contamination, ce qui est le signe qu'ils ont évidemment, ils sont passés du bon côté de la colline. En France, même si c'est difficile de le savoir, on y arrivera quand à ce pic? 10-15 jours. 10-15 jours pour vous, et ensuite il y aura une lente baisse du nombre de cas de contamination. Oui, le problème, c'est encore une fois que pour les malades de réanimation, s'il reste 3 semaines, 4 semaines en réanimation, on va aura avoir une mortalité. pression. On va avoir une pression sur les hôpitaux et les services de réanimation en particulier, jusqu'au mois de mai au minimum, et avec une mortalité résiduelle. Il y a un autre point qu'Olivier Véran a souligné, c'est l'aval de la réanimation. C'est-à-dire que quand vous avez fait un séjour long et difficile, il faut assurer une convalescence dans de bonnes conditions. Il faut donc évidemment maintenir des capacités hospitalières en aval de la réanimation. Merci infiniment à tous les trois. Vous restez d'ailleurs sur ce plateau et je vous laisse entre les mains expertes de Magali Lunel juste après. Et donc les questions évidemment restent nombreuses. Aujourd'hui, se dirige-t-on vers un confinement plus long et plus dur en France? On le saura demain. Face à l'ampleur de l'épidémie, faut-il davantage utiliser les masques? La question divise toujours autant. Faut-il généraliser l'utilisation de la chloroquine, cet antipaludéen dont les premiers tests semblent concluants? Avec nous sur le plateau, Virginie Leguet, bonjour. On le rappelle, chef du service politique à Paris Match. Le professeur Bertrand Guidet, bonjour. Chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Et Daniel Guilherme, bonjour, président de la Fédération nationale des infirmiers libéraux. Cet après-midi, on l'a entendu, on peut peut-être voir aussi le dernier bilan du coronavirus en France avec 562 morts. Il y a 1525 personnes actuellement en réanimation, mais la peur n'est pas bonne conseillère, vient de nous dire cet urgentiste. Vous êtes d'accord, professeur? Je dirais que je suis alarmant, mais pas alarmiste. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger le fait qu'il y ait 1500 patients actuellement hospitalisés en réanimation et certainement plus dans les jours qui viennent. Donc on ne doit pas banaliser cette infection. On doit effectivement respecter des précautions élémentaires d'hygiène. On doit très probablement renforcer le confinement. On a affaire à quelque chose de réellement grave. Le problème, c'est que quand on parle de réanimation, personne ne sait ce que c'est que la réanimation. Alors, qu'est-ce que c'est la réanimation? Il faut imaginer un séjour où vous êtes pendant 3 semaines avec une machine qui respire pour vous, vous êtes endormi, vous êtes éventuellement paralysé pour qu'il n'y ait pas de lutte entre vous et le respirateur. C'est une épreuve terrible. Et puis, un certain nombre de patients vont en décéder. Et donc, ça ne rigole pas. Les gens disent, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis jeune, je n'ai pas d'antécédents, je suis pas à risque. Antécédents Il peuvent y être a- en réanimation. Alors, plus vous êtes âgé, plus vous avez de maladies sous-jacentes, plus vous êtes à risque de faire des formes graves. Mais il y a des gens jeunes qui font des formes graves. Donc, personne n'est à l'abri de faire une forme grave. Et il y a assez de places en réanimation aujourd'hui en France? Alors donc on a un plan d'augmentation du capacitaire, donc l'augmentation du nombre de lits de réanimation, qui a ses limites. Les limites principales sont essentiellement liées au personnel soignant, qualifié pour s'occuper de malades graves de réanimation. Il faut savoir que c'est des malades qui nécessitent énormément de soins, qui nécessitent des précautions pour les personnels, donc d'habillage, de déshabillage, ça prend beaucoup de temps. Et ça a ses limites. Donc, on a vu dans le Grand Est que ça a dépassé ses limites. Ils se sont retrouvés dans une situation majeure où des malades qui devaient
être en réanimation ne pouvaient pas être admis parce qu'il n'y avait pas de place. Et les hôpitaux autour, à Colmar, etc., étaient également pleins. On s'y prépare parce qu'on a un coup d'avance. En Île-de-France, on s'y prépare. On a un plan de montée en charge des lits. Mais on ne peut pas éliminer l'hypothèse où on se retrouvait dans la situation où toutes les réanimations, y compris étendues, seraient dépassées et on serait amené à faire des choix. Alors vous l'avez dit, la situation aujourd'hui est grave en France. On se dirige sans doute vers un confinement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Peut-être un confinement plus long, plus dur. Écoutez ce que disait le ministre de la Santé ce midi sur LCI. Si nous constatons que le confinement dans la durée sur 4 semaines permet d'être plus efficace, nous le ferons. Si nous constatons qu'il s'agit de le renforcer par endroits, nous le ferons. Nous sommes en train d'adapter et d'anticiper en permanence. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise sanitaire. Et je veux vraiment que les Français aient conscience de cela. C'est qu'il n'y a pas un pays européen autour de nous qui ait appliqué avant nous des mesures de confinement plus drastiques que celles que nous demandons aux Français. Et j'ai conscience de l'effort que nous demandons aux Français. Donc on aura la réponse demain. Votre avis à vous, Daniel Guénard, il faut un confinement plus dur. Alors plus dur, vous nous direz ce que ça peut impliquer. Plus long en tout cas. Alors, plus long, je ne sais pas, mais plus dur certainement, à mon sens. En fait, quand on va dans les rues aujourd'hui sur Paris ou même dans certaines autres villes, en dehors de périodes de couvre-feu, on voit encore trop de monde. On voit encore trop de monde. Je pense que la peur n'est pas... Puisqu'on parlait de la peur tout à l'heure, la peur n'est pas suffisamment prégnante encore pour empêcher ce genre de, quelque part, d'incivisme, puisque vous avez toute la communauté soignante qui appelle au confinement, qui disent de go, plutôt que de nous applaudir, restez chez vous. Le message est suffisamment clair. On n'a pas le sentiment d'être complètement entendu. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la réanimation. Pour ce qui est de la médecine de ville, on se base en fait sur le coup d'avance que vous avez décrit tout à l'heure, professeur, sur les régions cluster et notamment en fait de la région Grand Est pour nous préparer à ce qui va se... Mais la période en fait de préparation est courte. On a 10 jours d'avance, 15 jours d'avance maximum. Il ne faut pas se rater, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas qu'on se rate, il faut qu'on s'organise et qu'on se prépare. Et les libéraux ont leur part à jouer, leur rôle à jouer. Absolument, parce que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de soulager l'hôpital. Notre rôle aujourd'hui est d'éviter l'engorgement des files actives au niveau de l'hôpital, et c'est un rôle essentiel, parce que si l'hôpital est débordé, c'est le système qui implose. Donc il faut absolument en fait une organisation de l'amont, et quand je parle de l'amont, ça va jusqu'au médico-social. Aujourd'hui, vous avez des personnes âgées isolées dans des secteurs ruraux qui ne voient que leur auxiliaire de vie dans la journée. Si l'auxiliaire de vie n'est pas équipé, vous allez provoquer des catastrophes. Donc c'est sur la totalité de la chaîne qu'il faut agir, de l'amont à l'aval. Et là, c'est ce qui est en train d'être fait ou c'est pas assez pris en compte? Si, ça commence à être pris en compte. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit le ministre de la Santé hier, notamment sur la réponse à apporter au médico-social, donc aux auxiliaires de vie, aux professionnels en fait, de santé libéraux de ville. On voit qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer et il ne faut pas que la technicité, je ne veux absolument pas stigmatiser, au contraire de ce qui est fait à l'hôpital, mais au-delà de la technicité des prises en charge hospitalières, c'est l'ensemble en fait de la chaîne qu'il faut prendre en compte dans le parcours patient, c'est-à-dire du domicile effectivement en passant par l'hospitalisation jusqu'au retour à domicile. Et on aura un effet systémique qu'à cette condition. Donc vous êtes en train de travailler aujourd'hui dans les autres... Alors vous témoignez pour Paris, mais toutes les autres régions, c'est ce qu'on comprend, travaillent pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés à l'image de ce qui se passe en ce moment dans le Grand Est. Je voudrais ajouter une toute petite chose. Bien sûr, le personnel soignant hospitalier est en première ligne, mais les Français peuvent aussi influer sur ce qui va se passer dans les semaines à venir s'ils se décidaient chacun à respecter pour eux-mêmes ce qui leur est demandé. Il n'y a pas le vilain État qui imposerait aux gentils Français des mesures extrêmement restrictives. Il y a l'idée que chacun se fait de sa propre responsabilité ou de son propre comportement, et surtout l'idée que ce comportement aura une influence directe sur la propagation du virus. C'est pas les subissants et ceux qui donnent des ordres. Chacun est acteur, et le savoir, c'est même extrêmement réconfortant de se dire qu'à son échelle, à son niveau, on peut agir sur le résultat de ce qui sera dans quelques mois une très grande épidémie, un tout petit peu moins grande épidémie ou une épidémie contrôlée. Donc ça veut dire que si on respectait à la lettre
les recommandations aujourd'hui du gouvernement, il n'y aurait pas besoin de durcir les règles. Ah, ça, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que chacun est acteur et qu'en étant acteur, chacun a sa propre responsabilité pour avoir sa toute petite influence sur la propagation du virus. On a chacun notre rôle à jouer dans cette lutte-là. Mais ça veut dire quoi un confinement plus dur? Alors, dans une information sur les modèles épidémiologiques, il y a un modèle, on va dire, optimiste, médian et pessimiste. Et en fait, quelle est la variable qui fait changer le modèle? C'est la contagion interhumaine. Voilà. Et donc, si on est dans un modèle pessimiste, c'est-à-dire si on est dans un modèle où une personne va en infecter 2,5 ou 3, et bien là, c'est la catastrophe totale. Donc, on tire les conséquences de ce modèle et on veut absolument passer du modèle pessimiste au modèle optimiste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre solution que de rester chez soi, donc? Oui, c'est minimiser. Encore une fois, je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui disent je m'en fous, ça ne me concerne pas. Eh bien si, ça les concerne. Ça concerne tout le monde. Ça concerne aujourd'hui, même les jeunes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Un confinement plus dur, encore une fois, ce serait quoi? Excusez-moi, ça concerne les jeunes pour qu'ils n'attrapent pas la maladie et qu'ils ne soient pas vecteurs de la maladie et qu'ils n'infectent pas d'autres personnes alors qu'ils sont porteurs, mais asymptomatiques. Sans le savoir. Sans le savoir, parce que c'est ça aussi... peut-être le piège aussi de ce coronavirus, quelquefois il ne se voit pas. Juste, il y a quand même un motif d'espoir aujourd'hui, c'est cet antipaludéen, la chloroquine, qui est testé depuis quelques jours sur des malades. Les résultats semblent spectaculaires. On va faire un point d'abord avec un reportage, vous allez nous dire vous ce que vous en pensez. Axel Carré. Produisent la chloroquine, attendent le feu vert du gouvernement pour faire tourner leurs usines à plein régime. Et voilà, attendre le feu vert du gouvernement. Olivier Véran, donc ce midi sur notre antenne, le disait, il attend les résultats des études pour savoir si oui ou non c'est un traitement, si c'est un bon traitement, parce que ça pourrait être un mauvais traitement, et donc il attend moins de 6 semaines. Dans les 15 jours, a priori, il aura des données un peu plus solides, et c'est à ce moment-là, il a dit qu'il prendrait la parole pour l'annoncer aux Français. Qu'est-ce que vous en pensez, chacun d'entre vous? Donc, c'est un antipaludéen. La dose qui est utilisée dans le cadre du coronavirus, ce n'est pas du tout la même dose. C'est une dose beaucoup plus importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces malades sont souvent, reçoivent plusieurs médicaments, avec des interactions possibles entre la chloroquine et les autres médicaments qu'ils reçoivent, avec des risques, éventuellement d'effets secondaires. Donc, on est confronté à cette question régulière que l'on a en médecine, du rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en espère et qu'est-ce que je risque? Donc, qu'est-ce que l'on a comme élément? On a comme élément fort que la chloroquine réduit la charge virale, c'est-à-dire que ça diminue la charge virale. Donc ça, c'est un élément qui est a priori très positif. C'est-à-dire que quand on a une maladie avec des virus, on a envie d'avoir moins de virus parce qu'on va être moins contaminant et a priori, on va à terme, normalement, être moins malade. Mais le critère qui emporte la conviction, c'est est-ce que ça réduit la mortalité? Est-ce que ça réduit la durée de ventilation artificielle? Est-ce que ça réduit la durée d'hospitalisation en réanimation? C'est ça les critères forts. Et pour des malades moins graves, est-ce que ça réduit le nombre de recours à la réanimation? Et ça, c'est des essais thérapeutiques qui répondent à la question. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que Donald Trump dit on ne risque rien. Effectivement, on se dit, des personnes, il n'y a pas de traitement, des personnes qui risquent leur vie, qui sont peut-être en réanimation et tout, on peut peut-être tenter le tout pour le tout. Ça ne se passe pas comme ça en médecine, c'est ce que vous allez me dire. Ça me paraît plus compliqué que ça. Enfin, là, on voit très bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Vous avez en fait une étude réalisée sur 24 patients versus une étude qui va être réalisée sur 3500. L'opposabilité de l'étude sur 3500 sera nettement plus importante que celle sur 24. Après, je rejoins ce qui a été dit. Il y a les problématiques d'interaction médicamenteuse et d'effets secondaires. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est la suite de LCI Tout Info, alors qu'on vient de parler de la chloroquine. Est-ce que c'est un espoir? On le verra dans les 2 semaines, disait le ministre de la Santé sur LCI ce midi lors du grand jury. Il y a des tests qui sont en train d'être menés. Et alors, faut-il porter, oui ou non, un masque, tout un chacun, dans la rue pour aller faire ses courses? Là encore, le ministre de la Santé a répondu à cette question. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes, c'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché, et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. La meilleure méthode de protection, c'est le lavage des mains, c'est par les mains que l'immense majorité de la contamination se fait. Ça déjà, Virginie, ce débat, il a lieu depuis des jours et des jours en France, et il y a toujours des avis divergents, on n'arrive pas à trancher. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que vont dire... Non, c'est juste une observation. Mais il y a une observation qui me vient quand même à l'esprit, c'est que
porter un masque peut avoir quelque chose de déresponsabilisant. On porte un masque, on pense qu'on est protégé, on pense qu'on peut le garder toute la journée, on pense qu'on peut sortir, rentrer, l'enlever, le remettre et qu'à chaque fois qu'on le remet, le virus s'écarte. On se lave les mains régulièrement, on fait attention à la distance qu'on a avec l'autre, on évite de se moucher ou de tousser autrement que dans des mouchoirs en papier qu'on jette immédiatement. On est peut-être beaucoup plus, j'allais dire, en interaction directe avec soi-même et beaucoup plus alerte des gestes qu'on peut faire ou ne pas faire. Le masque n'est peut-être qu'une protection illusoire. En plus, je rappelle, mais là ce n'est pas moi qui le dis, que quand on entend le nombre de cris d'alarme des personnels soignants qui disent on n'a pas de masque, il y a quelque chose d'un petit peu surprenant à voir autant de gens dans la rue qui se promènent avec des masques dont on se demande s'ils en ont réellement l'usage et le bénéfice. Alors qu'Olivier Véran a demandé à chacun ou même aux entreprises, si jamais vous avez des masques, s'il vous plaît, amenez-les par exemple au votre pharmacien qui pourra les redistribuer. Après, par exemple, vous, chez les infirmiers, vous en avez suffisamment ou pas? On n'en a pas suffisamment, Ouais. en fait. On gère la pénurie, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le stock État était tel que le rationnement, en fait, s'est opéré dans les officines, en tout cas sur les premières distributions. Si, avec la montée en charge de l'épidémie et l'atteinte du pic épidémique, on n'aurait certainement pas suffisamment de masques aujourd'hui pour faire face en fait à l'afflux de patients dans les traitements qu'on a à faire. C'est vrai chez nous, c'est peut-être vrai à l'hôpital aussi. On sait qu'il y a une pénurie en fait de masques. Aujourd'hui, une infirmière libérale, par exemple, a 18 masques par semaine. Il lui faudrait au moins la moitié de ça par jour. Oui. Donc, on est on est très loin des chiffres. Donc, on a lancé des récupérations, des procédures de récupération sur des stocks en fait anciens, voire périmés de FFP2, parce qu'on manquait beaucoup de FFP2. On en récupère. Il y a des circuits de distribution. En fait, on a mis en place avec le syndicat des biologistes, avec le Rotary, des circuits de récupération et de distribution pour amener les masques très rapidement auprès des professionnels. Mais de grâce, effectivement, il faut que la population arrête de mettre des masques à tort et à travers sans savoir l'utiliser. Ça, c'est une ineptie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un mode de pensée magique qui est en train de se mettre en place, qui est lié en partie à l'utilisation que font les Asiatiques dans les mégapoles pour lutter contre la pollution. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Oui, mais même si en période de coronavirus, les populations asiatiques l'ont utilisé et force est de constater qu'en Corée du Sud, à Singapour, l'épidémie ne prend pas pareil, n'a pas du tout la même progression. Moi, je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. D'accord. Il faut comparer ce qui est comparable. La société en fait sud-coréenne ne réagit pas de la même manière à l'autorité que la société latine française. Ouais, donc déjà les mesures de confinement. Il faut revenir Alors, à il n'y a ça. pas de confinement d'ailleurs en Corée du Sud, c'est ça qui interpelle. Non, il faut revenir en fait aux choses de base et à la cohérence simple. Alors professeur, parce qu'à chaque fois on pose les questions aux médecins, aux infirmiers, aux professeurs qui sont présents sur nos plateaux, on n'a pas les mêmes réponses à chaque fois, d'après vous. Mais il y a des faut en réponses porter ou vraiment pas simples et je pense qui obtiennent l'adhésion de tout le monde. C'est de l'hygiène élémentaire. Voilà. Donc, je me lave les mains. Si on a une solution hydroalcoolique, je me frotte les mains. C'est très pratique. Le problème de se laver les mains, c'est qu'il faut aller au lavabo, il faut bien se laver les mains, il faut s'essuyer les mains, ça prend un petit peu de temps. Solution hydroalcoolique, c'est quelque chose qui est intéressant effectivement à utiliser. Après, il y a le monde professionnel, l'hôpital, évidemment, on porte des masques. Il y a des règles d'ailleurs pour l'utilisation de ces masques. Comment on l'utilise un peu n'importe comment. Si jamais on l'a en main, on l'utilise. Comment je pose mon masque, comment je retire mon masque. Toutes les 4 heures, je retire mon masque. Si mon masque est souillé, s'il est humide, je le change, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de règles à suivre pour le bon usage du masque. Et donc moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit. C'est-à-dire, penser qu'un masque, c'est magique, ça va protéger, ça va tenir toute la journée, et grâce à ça, je vais pouvoir faire l'économie du confinement, alors là, on a faux sur toute la ligne. Et ça peut être pire même. Et là, ça peut être pire, parce qu'effectivement, on va toucher son masque, on va se mettre à proximité de quelqu'un, alors qu'il faut respecter une distance. Toucher son masque, déjà, vous l'avez souillé, ça marche pas. Ben, bien sûr. C'est comme toucher son visage. Mais bien sûr. Absolument. Donc, si vous le mouillez, souvent, il y a les gens qui parlent avec le masque, donc ça mouille le masque. Donc, vraiment, le masque pour aller se promener tout seul dans la rue, je ne vois pas l'intérêt. Et faire les courses.
Alors, le problème de faire les courses, c'est le respect de la distance entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement encore des personnes qui sont, à mon avis, beaucoup trop proches les unes des autres, et ça, c'est vraiment à éviter. Mais si on y va par des heures où il y a moins de monde, où les distances sont respectées, là, le masque pour vous est superflu. Oui. Mais il y a peut-être quelque chose de réconfortant à penser que chaque citoyen peut, par son propre comportement, même sans masque, même sans protection particulière, se protéger, en fait. Et que l'idée de se dire, il n'y a pas assez de masques, qui est probablement la vérité. L'idée de se dire, ceux qui en ont besoin n'en ont pas, ce qui est absolument la vérité. Tout ça est vrai, mais l'idée de se dire, moi, j'en ai peut-être pas besoin, et si je décide de me comporter d'une façon assez stricte, je peux me comporter comme si j'en avais pas besoin et comme si je ne serais pas privé, c'est aussi quelque chose d'extrêmement réconfortant. Chacun a sa propre interaction sur ce qui se passe, bien sûr. Chacun est acteur et pas juste là pour attendre qu'on lui donne un masque qui ne servira peut-être à rien. Alors l'armée, on l'a vu, est appelée en renfort face au coronavirus pour soulager les hôpitaux du Grand Est et de la Corse. D'ailleurs, un hôpital militaire est en train d'être monté à Toulouse, tandis qu'un navire a quitté la Corse pour rejoindre Marseille avec des malades à bord. C'était en milieu d'après-midi. Impressionnant quand l'armée est appelée en renfort. Mais là, on n'a pas le choix aujourd'hui. Alors, à Mulhouse, moi j'ai eu les témoignages des collègues de Mulhouse en pleurs quand même. Donc, inédit. Vous n'avez jamais vu ça? Ah non, enfin, c'est les gens solides, hein. Oui. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Donc je pense que Mulhouse, indispensable, la collaboration des collègues militaires, indispensable, ils sont fabuleux, ils savent intervenir en situation de catastrophe. Et puis il faut rappeler que les hôpitaux d'instruction des armées participent et prennent en charge de malades de réanimation dans les structures de réanimation en dur. Donc ils contribuent largement, effectivement, à aider en fonction de leurs capacités, évidemment. Bien sûr. Alors là, c'est ce qu'on disait, 30 lits, ça pourrait paraître dérisoire au vu du nombre de malades aujourd'hui en France, au vu du nombre de réanimations, et pourtant, 30 lits, c'est énorme dans les... Alors, 30 lits à Mulhouse, c'était une très bonne décision. Alors après, évidemment, il n'y a pas les moyens logistiques de déployer d'autres hôpitaux de ce niveau-là ailleurs. Mais et le but, c'est que ce ne soit pas le cas. Mais... Absolument. D'où la réflexion sur l'augmentation de capacitaire dans les différentes régions avec un coup d'avance. Mais à Mulhouse, c'était une bonne décision, vraiment. Et les collègues se retrouvaient dans des situations impossibles, avec une vraie perte de chance, je pense, pour un certain nombre de malades. Vous en témoignez avec, par exemple, des urgentistes en pleurs, dans le Grand Est notamment. Le confinement plus dur, on y va tout droit, visiblement. Ce serait quoi pour vous, par exemple? Je pense qu'il y a des activités non vitales qui nécessitent pas effectivement de sortir. Alors je peux comprendre effectivement qu'il faille se dégourdir les jambes par exemple, mais de voir des couples faire leur jogging le matin, ça ce n'est pas possible. Est-ce que c'est encore, dans le contexte qu'on traverse, est-ce que c'est encore utile? Après c'est effectivement mutualiser les sorties à l'échelle de blocs d'immeubles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faites les courses pour vos voisins. Éviter effectivement de faire des va-et-vient pour aller qui chercher une baguette, qui un morceau de poisson, regrouper vos achats. Enfin, je pense que ce sont des mesures de bon sens en fait qui peuvent amener durcissement, mais le durcissement on l'obtiendra que quand le gouvernement prendra des décisions en fait très très dures et peut-être majorera en fait les risques d'amende. On en saura plus de toute façon demain. Et puis si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à les poser à la porte-parole du gouvernement. Elle y répondra sur LCI. Sibeth Ndiaye, l'invité d'Amélie Carouer tout à l'heure à 18h. Merci infiniment d'être venu cet après-midi sur LCI. Restez avec nous. C'est l'heure du débat. Guillaume Roquette, Soisy Kemener arrive sur notre plateau. À tout de suite.